Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel entretien, dans cette interview. Je suis aujourd'hui avec un invité qu'on ne connaît pas assez dans nos milieux et je trouve ça très dommage et donc je suis très content de lui parler et je suis sûr que moi aussi je vais apprendre des trucs et je suis très curieux de ce qu'il a à dire. Je suis aujourd'hui avec Victor Ferry qui a créé l'artisanat de la rhétorique, si je ne dis pas de bêtises, C'est bien ça, ouais. avec un grand parcours académique autour justement de la rhétorique, du discours et de la compréhension des mots que tu vas pouvoir nous expliquer. Moi, Mhm. j'adore ça parce qu'avec un parcours complètement différent, j'ai le même amour pour le discours. Et aussi, tu es parti d'un parcours académique et de quelque chose finalement de corporate, avec les facultés, les universités, etc., à quelque chose de beaucoup plus entrepreneurial, web, comme on le voit beaucoup plus aujourd'hui, avec YouTube, avec des formations, avec des ateliers, avec un peu d'accompagnement de la personne. Et tu vas nous en parler. Pour commencer, quel est un Mhm. petit peu ton parcours, ton histoire, comment tu en es arrivé, si tu veux, à avoir un parcours universitaire dans la rhétorique, plus le parcours académique qui va derrière avec la ligne conductrice qu'on connaît quand on Mhm. s'intéresse à ça, et comment tu es devenu entrepreneur à partir de là. Ouais. On va remonter. Déjà, bonjour tout le monde, et puis ça me fait plaisir qu'on se parle. Euh, je vais remonter jusqu'à mon master, puis tu m'arrêtes quand ça devient trop long. Mais j'ai fait un master interdisciplinaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la politique au début. Et donc, j'avais un master avec dedans du droit, de la science politique, de l'histoire. Et donc, les disciplines qu'on doit creuser pour aller vers les milieux politiques. Mais dans ce master-là, j'avais aussi un cours de rhétorique qui était donné par une dame qui s'appelle Emmanuelle Damblon, qui est une pointure dans le domaine de la rhétorique. Et en fait, en suivant son cours, j'ai compris que c'était ça que je voulais. Ça, un cours de sciences politiques ou un cours de droit ou un cours d'économie, c'est très théorique. Et la rhétorique, ça avait l'air d'être vraiment de la politique appliquée. Et donc, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire parce que c'est un outil qui permet une fois que tu as une idée, ça te permet de changer cette idée en une série de discours et avec ces discours, de créer un mouvement. Mhm. Et donc, vu qu'on s'est bien entendu et que j'ai fait un bon mémoire, j'avais la possibilité de demander une bourse. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le FNRS, qui est l'équivalent du CNRS en France. Et Mhm. donc, quand on a un bon dossier, on peut demander un financement. Et donc, D'accord. j'ai fait ça et j'ai obtenu un financement. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'après, j'ai eu 4 ans où pendant 4 ans, j'étais payé pour pouvoir lire, écrire, produire des idées, les tester et les diffuser. Donc, Mhm. c'est génial en fait. C'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve aussi chez les gens qui sont infopreneurs. Mais donc, ça, c'était mon métier. Et donc, Ok. j'ai fait ça pendant 4 ans. Et ce qui me passionnait, c'était l'idée qu'il y a des gens qui, en Grèce, il y a 2500 ans, avaient cet outil, la rhétorique, qui prenait une place très importante dans leur vie. Parce Mhm. qu'on considérait que pour devenir un citoyen complet, il fallait être capable de prendre la parole en public. Ouais. Si, par exemple, on t'accusait d'avoir fait quelque chose de mal, si ton voisin t'accusait de l'avoir volé, tu n'allais pas voir un avocat, tu devais te défendre tout seul. Mhm. Ça veut dire que tu devais être capable de faire un discours face à une immense foule. Et puis, une fois que tu avais ton discours, il y avait l'autre personne qui parlait. Et à la fin, le public votait. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'appel. Et donc, si tu voulais t'en sortir, il fallait vraiment que tu sois capable de prendre la parole en public. Et donc, il y a des gens qui s'appellent les sophistes, qui étaient les premiers professeurs de rhétorique, qui ont développé tout un tas d'exercices pour apprendre cette discipline. Et donc, ce que j'ai fait comme chercheur en rhétorique, c'était essayer de redécouvrir ces exercices, Mhm. de les dépoussiérer, de les tester. Et après, j'ai commencé à les diffuser. Et le premier public avec lequel j'ai travaillé, c'était des professeurs, donc Mhm. des professeurs niveau collège et lycée, où je leur ai présenté le genre d'outils qu'ils pouvaient faire pour développer ces compétences chez leurs élèves. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir d'autres types de clients, des avocats, des entrepreneurs, des gens qui sont dans le domaine de la publicité, des managers, enfin tout un public très différent. Et au Mhm. bout d'un moment, je me suis dit que c'était finalement ça, le meilleur moyen de pouvoir continuer à être chercheur dans ma discipline, Ouais. mais sans devoir dépendre d'une commission qui valide ton dossier pour que tu poursuives ta carrière. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai créé un système qui me permet de vivre de ma passion et en me finançant moi-même. Ton système aujourd'hui, pour l'avoir un peu étudié, moi, il est plutôt bien ficelé, hein. C'est des contenus YouTube. C'est difficile à définir, en fait, si tu veux, parce que c'est à la fois très grand public, parce que ça s'adresse à des sujets de société que tout le monde veut connaître, et à la fois à l'intérieur,
c'est quand même quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus travaillé. Donc, tu as ce contenu qui a quand même une double dimension sur YouTube. Et derrière, tu as le classique. Tu envoies des emails avec de la valeur et derrière, tu fais des formations, des produits, des accompagnements. Mhm. Comment tu en es arrivé à décider que pour parler de rhétorique, tu allais parler de politique? Mais en fait, c'est parce que c'est les gens qui sont les plus connus Ouais, dans mon domaine. ok. Voilà. Et donc, si tu veux faire une vidéo qui intéresse les gens, il faut que, ils arrivent. Et pour qu'ils arrivent, il faut les attirer avec ces sujets dont tout le monde parle. Mhm. Et donc, ça tombe bien parce que souvent, ils sont. C'est pas la rhétorique que j'enseigne, la rhétorique qu'on pratique en politique, mais ils sont intéressants. Un débat, c'est intéressant, c'est un vrai spectacle. Il y a des orateurs qui sont intéressants. Et puis surtout, il y a une actualité. Et donc, le fait qu'il y ait régulièrement un discours important parce qu'il y a eu un événement important, ça Mhm. permet comme ça d'avoir un rythme de publication régulier. Ok. C'est pour ça que j'analyse les discours politiques. Mais c'est aussi parce que pour moi, en fait, je considère que la dimension civique, c'est ça qui m'a amené c'est ça qui m'a amené à la rhétorique. Mhm. C'est l'idée que la rhétorique, c'est un outil pour vraiment faire des choses sur le monde, pour pouvoir agir. Et donc, je considère que la politique, c'est une manière de changer le monde, mais l'entrepreneuriat aussi. Ouais, bien sûr. Parce que l'entrepreneuriat, ça part du fait qu'on a repéré qu'il y avait un problème et que ce problème, on doit le régler. Et pour le régler, il faut en quelque sorte créer un mouvement. Et donc, la politique, pour moi, est quand même au cœur de ma démarche. Mhm. C'est hyper intéressant. Et du coup, qui sont les personnes aujourd'hui que tu cibles, à qui tu t'adresses? Est-ce qu'elles sont différentes sur YouTube de ce que tu touches entre guillemets en front-end, en grand public, des personnes à qui derrière tu vends de l'accompagnement, de la formation, des petites formations en ligne et des choses comme ça? Hmm. En fait, comment dire, j'ai pas tellement ce genre de réflexion. D'accord, intéressant. J'ai l'impression de jamais avoir eu besoin de partir à la recherche de clients. Ouais. Et donc, j'ai jamais fait le travail classique qu'on fait en marketing. Donc, le fait de se demander quel est mon personnage, je crois qu'on appelle ça comme ça, non? Ou Ouais, quel est il y a mon avatar client ou ce genre de choses. En fait j'ai commencé YouTube. C'était tout simplement parce que j'adorais donner cours. Mhm. C'est parce que c'était un peu ça que je voulais faire. Et moi, j'aurais pu faire ma carrière à donner cours à l'université parce que ça me passionnait. Et quand j'ai dû partir de l'université, je trouvais ça trop triste de pas donner cours. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai recréé sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai un rendez-vous régulier tous les dimanches à 20 h. C'est parce que j'ai l'impression de pouvoir reconstituer quelque chose qui ressemble à une classe. Mhm. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et donc, il y a parmi mon public l'immense majorité qui sont juste des gens qui trouvent ça intéressant. Et moi, ça me fait plaisir parce Mhm. que je considère que le côté gratuit, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et puis, parmi ces gens-là, il y en a avec lesquels les outils que je propose font vraiment écho. Et Ouais. eux, ils vont avoir envie d'aller plus loin. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est un entonnoir, mais je n'ai pas tellement une réflexion sur quel public j'attire et ce genre de choses. C'est intéressant comme réflexion et effectivement, moi, je la trouve très juste, si tu veux. Aujourd'hui, quand on fait du contenu et derrière de la formation, de l'accompagnement, il y a deux possibilités de toute façon. C'est soit tu as énormément de gens à l'entrée et donc, Ouais. notamment par effet d'entonnoir, derrière, tu vas vendre sans te poser la question effectivement, de l'avatar, persona, cible, on s'en fout. Sans te Mhm. poser cette question-là et sans être obligé de crafter des promesses sur mesure pour des gens très particuliers. Puisque tu en as tellement à l'entrée que nécessairement dans le filtre, en fait, tu auras les Mhm. gens que tu veux toucher avec tes produits et tu peux en fait faire du contenu comme toi pour distribuer, pour prendre la parole parce que tu as envie de donner et de faire court finalement. Et derrière, dire si tu veux aller plus loin dans ces cours-là, voici le côté payant où on va aller vraiment chercher. Et à côté de ça, tu as beaucoup de gens qui derrière font des grosses formations, des gros produits, de l'accompagnement. C'est mon cas, hein, qui Mhm. du coup sont sur des choses tellement spécifiques qui ne peuvent pas Mhm. avoir un gros flot de gens à l'entrée et qui Mhm. du coup sont obligés d'avoir une réflexion très pointue Mhm. sur le persona, sur son problème le plus urgent et douloureux, sur comment le résoudre de la meilleure façon, sur comment lui amener à comprendre ça. Et c'est rigolo parce que finalement, moi, avec la persuasion, toi, avec la rhétorique, on va aller quelque part dans le même sens au niveau de la réflexion du discours, mais avec deux cheminements pour amener cette réflexion qui sont complètement différents. C'est aussi Mhm. pour ça que je suis content de parler avec toi aujourd'hui, je trouve ça intéressant. Mhm. Il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais t'amener,
Le point croustillant, c'est le moment croustillant. Comment tu réagis avec les haters? Le community management par Victor Ferry, c'est quoi? Raconte-nous. Ben, en fait, moi, j'aime pas ça du tout. Et ça, c'est pareil, en fait, ça vient de mon expérience de professeur. Ouais. L'idée, c'est que quand tu donnes une formation ou quand tu donnes un cours, très régulièrement, tu vas avoir 3, 4 personnes dans la salle qui te défient comme ça, qui sont comme ça en mode ça ne m'intéresse pas. Et en fait, l'erreur de débutant, c'est de te focaliser sur cela. C'est de te focaliser sur cela et d'essayer de les convaincre. Non, venez, mon message, il est tellement bien que venez, etc. Et en fait, quand tu fais ça, tu oublies qu'il y a des gens qui sont contents d'être là. Il y a des gens qui sont là, ils apprécient ce que tu dis, ils passent un bon moment. Et en fait, ton travail, c'est de t'adresser à cette majorité-là et pas essayer de dépenser de l'énergie à séduire les schtroumpfs grognons. Et donc, c'est la même méthode que j'applique sur YouTube. Ouais. Donc, les gens qui sont là pour être désagréables, pour me défier, en fait, ça me pompe de l'énergie. Moi, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a des gens qui disent « ouais, la critique, ça fait avancer, etc. » Mais en vrai, la critique, c'est bien dans une conversation. Ouais. Voilà, avec une conversation avec quelqu'un en qui tu as confiance et puis au bout d'un moment, bah, on peut essayer d'ajuster. Et encore, même ça, des fois, c'est désagréable. Ouais. Alors, quelqu'un qui débarque de je ne sais où et qui se permet de tenir des propos désagréables, bah, ça doit dégager. Donc, moi, pour préserver la majorité des gens qui sont contents et puis pour avoir envie encore et encore de revenir et de leur proposer du contenu, il faut se protéger. Il faut se protéger des haters parce que la bêtise et la vulgarité, ça émousse la bienveillance. Très juste, très juste. Je répète souvent un truc à nos clients, si tu veux, quand ils ont des haters qui viennent leur dire que leur contenu gratuit, il n'est pas bien, que leur entreprise, elle est mal. Est-ce que tu laisses un inconnu rentrer dans ta cuisine et te dire que la peinture, elle est moche? Bah, c'est ça. Qui sont ces gens? Mais après, pour aller plus loin, parce qu'effectivement, ce que tu as dit, le débat, la critique, ça ouvre l'esprit. C'est un truc que je l'ai entendu 1000 fois, en fait. Parce que moi, quand je suis de bonne humeur et qu'ils m'amusent, je les envoie un peu chier, je rigole avec eux, ou je leur réponds s'ils n'ont pas été agressifs. Mais il y a des fois où je suis juste de mauvais poil, je supprimer, bloquer, et allez, au revoir. Et on m'a déjà dit ça aussi, et on le dit à mes clients, c'est oui, la critique, ça ouvre l'esprit. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai regardé il y a 2 jours, la vidéo de Oussama Hamar et David Laroche, là, qui, pour Internet, a dû la regarder. Et Oussama Hamar, qui a le même propos que nous, finalement, face aux haters, dit non, mais attends, de toute façon, les gens qui sont là pour faire chier, c'est juste qu'en plus, maintenant, en pleine crise Covid, ils ont un argument moral d'autorité. Mais de toute façon, c'est des gens qui faisaient déjà chier avant. C'est des gens qui ne seront jamais clients. C'est des gens qui ne veulent pas débattre, en fait. Ils veulent te faire chier. Et en quoi discuter avec des gens qui sont profondément malveillants ou de mauvaise foi, ça peut amener quoi que ce soit dans ta construction de ton raisonnement et de ton esprit. Quelqu'un qui a de bonnes idées, qui est ouvert d'esprit, avec qui tu te sens à l'aise, où vous avez des grands courants de pensée identiques et vous êtes en divergence sur un point, bien sûr que ce débat-là, il va amener quelque chose. Mais si vous êtes fondamentalement opposés, il y en a un qui dit c'est tout blanc, l'autre qui dit non, c'est tout noir, non, mais à quel moment on va arriver à gris? Jamais, en fait, ça n'arrive dans la vraie vie. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est pour ça, la façon dont tu fais ce community management-là, où tu décides de répondre aux gens en disant juste non, mais casse-toi, en fait. Tu as le droit de ne pas être d'accord, va être pas d'accord dans la pièce d'à côté. Je trouve ça très bien. Et je trouve qu'on ne le met pas assez en avant, ça. Ouais. Et qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs sur le web, qui soient infopreneurs, qui soient youtubeurs, créateurs de contenu, coach, peu importe, qui se rendent malades et qui n'osent pas faire ce qu'ils aimeraient vraiment faire. Parce qu'à chaque fois, il y a 2 connards qui viennent les faire chier. Mais oui, parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille de perdre la sympathie de certaines personnes. Alors que c'est un très mauvais calcul. L'objectif, c'est d'être là, motivé et d'apporter des choses intéressantes aux gens qui sont intéressés. Et il faut vraiment se protéger, il faut s'épargner. Parce que sinon, on grille notre énergie et on ne tient pas sur le long terme. L'autre truc, c'est que plus ça va, moins je crois au débat. En fait, le débat, c'est quelque chose qui est amusant, quoi. C'est un jeu d'échecs, c'est rigolo, etc. Mais ce n'est pas dans les débats qu'on convainc. En fait, l'idée, c'est que moi, quand il y a des points de vue divergents, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas débattre avec ces gens-là. Je ne vais pas débattre avec les gens qui ont un point de vue divergent. Je vais, au calme, lire attentivement les choses qu'ils ont à dire. Puis après, je vais commencer à réfléchir. Et puis après, dans un discours suivant, je vais intégrer ça et je vais nuancer mon point de vue.
Mais là, comme ça, à chaud, dans un affrontement, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je trouve que c'est une assez bonne idée de remplacer la culture du débat par une culture de la tirade. Donc, la tirade, c'est vraiment un discours argumenté. Et donc, c'est discours contre discours. Donc, par exemple, je vais faire un discours si j'ai un problème avec une idée ou quelque chose, et je vais vraiment prendre le temps de m'installer dedans. Et puis, si quelqu'un a envie d'y répondre, libre à lui aussi de faire sa tirade. Et je l'écouterai sans doute parce que c'est intéressant. Mais dès que ça devient quelque chose un peu ping-pong, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que les idées. Ça devient des questions d'ego, ça devient des questions de garder la face, etc. Et donc, ce n'est pas un exercice qui est intellectuellement intéressant. Non, mais surtout que, peut-être dans la vraie vie, j'en sais rien, parce que je ne peux pas débattre très souvent dans la vraie vie, mais sur Internet, très vite, ça bascule d'un débat d'idées, en fait, à est-ce que la personne est une bonne personne et donc est-ce qu'elle a le droit d'avoir une idée. Oui, mais c'est normal. Ouais. Dans la vraie vie aussi, hein, c'est vraiment la première chose qu'on va faire. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on essaie de trouver des raisons pour lesquelles il est fou, il est bête, il est biaisé. Donc Puis c'est facile, quelque part, on trouve toujours. Mais fondamentalement, pour moi, le débat, et tu l'as dit, c'est pas là pour convaincre, mais même le vrai débat bien fait. Le vrai débat bien fait, c'est pour renforcer l'opinion des gens qui sont déjà d'accord avec toi, en fait, et de leur mettre un ennemi commun, quelque part. Je m'amuse beaucoup à ça, moi, dans mes contenus, parce que mon ennemi commun, en l'occurrence, c'est les grands experts du web marketing qui dépensent 100 000 euros ou 200 000 euros, 300 000 euros par mois en publicité. Donc ça tombe bien, tout le monde les voit. C'est un ennemi commun facile. Ces gens-là que j'attaque dans mes contenus, sans les citer, puis il y en a plusieurs, hein, je les connais personnellement. Je m'entends bien avec eux. Mais on ne débat pas de ce point-là parce qu'on n'est fondamentalement pas d'accord et qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes dans nos discours. Mais effectivement, régulièrement, eux, ils font des grandes publicités disant les mecs qui te disent qu'on peut réussir à vivre de son activité en organique, c'est des menteurs. Et moi, à l'opposé, en fait, si tu veux, je tiens mon rôle. Hein. Je viens faire des contenus qui disent, les gens qui te disent qu'on va faire de l'argent avec la publicité, c'est des menteurs. Et c'est rigolo parce qu'il y a ce double débat. Et en fait, chacun sait à qui il parle. Hein. Moi, j'en ai déjà ces grands entrepreneurs qui m'ont écrit à MP et qui m'ont répondu juste dit ah, je suis content d'être ton ennemi commun. Et je me demande si quelque part en politique, il n'y a pas un petit peu la même chose sur certains points aussi. Est-ce que vraiment ils se détestent autant qu'ils veulent le montrer à l'écran? Bref, c'est un plus vaste débat. Je ne suis pas assez intégré à ce milieu-là pour savoir. Mais tout ça pour dire que je te rejoins complètement dans le fait de dire le débat n'amène pas ce qu'on croit qu'il amène en fait. Et c'est bien d'avoir une réflexion, c'est bien d'avoir une tirade argumentée, mais débattre, pour essayer de convaincre l'autre qu'il a tort, sachant que lui-même ne sait pas pourquoi il croit ce qu'il croit, c'est pour des raisons plus profondes. Et donc tu te bases sur le terrain des arguments, alors qu'en fait, lui, c'est émotionnellement qu'il a pris cette décision. Non, ce que je conseille vraiment aux gens quand ils s'engagent dans un débat, c'est de comprendre que c'est un enjeu de caractère. C'est ça que les gens vont juger. Les gens, ils ne vont pas être là en train de fact-checker les propos, même s'il y a des journaux qui le font. Les gens, ils vont être là pour regarder est-ce qu'on s'emporte, est-ce qu'on se démobilise, est-ce qu'on peut complètement s'effriter, est-ce qu'on peut avoir l'air, je sais pas, avoir l'air de mauvaise foi, avoir l'air le persiflage aussi, quand on commence à aller sur le mode de l'ironie, etc. En fait, le débat, c'est ça, c'est une situation où on met les gens dans le stress et du coup, ça permet de savoir si ils ont du caractère. Et la meilleure chose à faire, c'est de comprendre ça. Et donc, lâcher les idées, lâcher ce côté-là et se dire quelle image je suis en train de donner. Est-ce que je suis en train de donner l'image de quelqu'un de compétent et de bienveillant ou alors est-ce que c'est en train de partir en sucette? Et donc, il faut faire très attention à ça. C'est surtout qu'on peut vite se retrouver en porte-à-faux, à passer pour quelqu'un de dégueulasse en fait, et à perdre des points, entre guillemets, même si on a raison, mais parce qu'en fait, l'autre, de par sa mauvaise foi et la façon dont il amène le débat, en fait, il va juste nous faire péter un plomb. Quelqu'un qui a fondamentalement, factuellement tort et qui tient des discours qui n'ont pas de sens, mais c'est difficile de rester calme, c'est un métier. Hein. Et en tant qu'entrepreneur web, on n'est pas formé à ça. Donc, en fait, tu vas péter un plomb sur l'autre parce qu'il est d'une mauvaise foi impossible et ça dessert ton propre discours. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça ou alors quand on rentre dedans, se focaliser sur est-ce que j'ai l'air bienveillant, compétent et est-ce que je garde une bonne image? Oui, complètement. Je me posais une question. Quels sont, selon toi, les outils, si on peut appeler ça comme ça, les outils rhétoriques
qui servent le plus pour des entrepreneurs qui sont sur le web, que ce soit pour créer du contenu de découverte, comme tu le fais sur YouTube, un peu grand public, même si ce n'est pas si grand public que ça, ou pour du contenu plus ce qu'on appelle d'endoctrinement de conversion, à savoir des emails, des posts Facebook. Quels sont les outils principaux que toi tu utilises et a fortiori ceux que tu enseignes en fait? C'est indéniablement le style. Mhm. C'est tout ce qui concerne le style. Parce que si tu regardes au niveau psychologique, les leviers de la persuasion, c'est bien documenté. On sait ce qu'il faut faire, on sait que l'urgence, ça marche, on sait que la preuve sociale, ça marche, l'autorité, enfin tout ce genre de choses. Le côté moutonnier, tout ça, ça marche, ça fonctionne. Le problème, c'est que du coup, vu que tout le monde utilise les mêmes leviers psychologiques, il n'y a rien qui ressemble plus à un argumentaire de vente qu'un autre argumentaire de vente. Et donc, là où ça se joue, c'est au niveau du style. Et donc, c'est là-dessus vraiment que je travaille. J'essaie d'aider les gens à dézoomer. Voilà. On est complètement imprégné de la culture de notre temps, de la manière de s'exprimer de notre temps. Et il faut se rendre compte que c'est très, très contemporain. Qu'avant nous, il y a eu des gens qui avaient une manière baroque de s'exprimer. Il y a eu des gens qui ont une manière romantique de s'exprimer, réaliste de s'exprimer. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller se plonger dans les différents courants littéraires qu'il y a eu avant notre époque et de réaliser à quel point il y a eu des manières différentes de formuler les idées. Ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante. Donc, c'est commencer à se plonger dans l'histoire littéraire avec un œil comme ça artisanal. Mhm. Et donc, typiquement, tu vas prendre, je sais pas, tu vas prendre un Balzac, tu vas prendre un Zola, tu vas prendre quelque chose de plus ancien. Tu commences à lire et puis au bout d'un moment, quand ça commence à devenir palpitant, tu fermes le bouquin et tu essaies d'écrire la fin de la page. Et une fois que tu as la fin de la page sous les yeux, ce qui est magique, c'est que l'auteur du livre, ça devient ton interlocuteur. Et tu peux commencer à comparer les choix qu'il a fait avec les choix que tu as fait. Et tu te dis, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça? Pourquoi j'ai fait comme ça? Et là, tu commences à augmenter beaucoup ton regard, ta sensibilité sur ce qu'est un bon style. Mhm. Donc, pour moi, c'est l'outil. Et à côté de ça, donc le côté se nourrir des manières très différentes que les hommes ont eu d'écrire au cours de l'histoire, il y a tout un tas d'exercices. Il y a des exercices de rhétorique qui sont là pour t'aider à développer ton style. Mhm. Ok, hyper intéressant. J'aime bien ce que tu dis d'aller regarder ailleurs que dans les cœurs de métier de la persuasion, de la psychologie et des leviers psychologiques pour comprendre. C'est quelque chose qui est assez bien étudié, notamment par Stan Leloup sur Marketing Mania, où il va décrypter des choses qui n'ont de base rien à voir avec la persuasion business web pour comprendre quels sont les leviers derrière. Lui, il le fait très bien, d'autres le font aussi bien sur d'autres sujets. Ce que je trouve intéressant aussi, que tu as dit, c'est d'aller analyser du côté littéraire. Mais Et oui. chez les gens qui travaillent la persuasion, la psychologie, etc., je sais ce qu'ils lisent. Je l'ai lu aussi. C'est Dan Kennedy, c'est Ogilvy, c'est Collier, c'est The Boron Letters, Gary Albert, etc. Mais On tu a te rends tous lu la même compte à chose. quel point c'est contemporain? Ouais, t'as une cinquantaine d'années, soixantaine d'années maximum. C'est Alors que rikiki. pourtant, il y avait des trucs extraordinaires dans la littérature. Quand tu es capable d'ouvrir du Hemingway et de voir ce que c'est une différence de rythme, où aujourd'hui on est dans de la série télé, du film, du livre, des trucs qui vont vite, qui sont palpitants, etc. Le mec, il te raconte un vieux sur un bateau de pêche, et il fait 100 pages pour te raconter un vieux sur un bateau de pêche. Dans la littérature moderne, on aurait quelque chose qui aurait duré une demi-page à la rigueur, avec une vague description, le ciel était bleu, la mer elle bougeait pas, c'était sympa. Et là, tu te rends compte déjà ce que veut dire un rythme. Oui. Et tu l'as dans tout un tas de livres comme ça, et tu n'es pas obligé d'aller si loin que ça. Effectivement, toi, tu es allé jusque chez les Grecs, et c'est très intéressant. Ils sont à la base de tout ça. Mais pour des personnes qui trouvent ça pas facile, tu peux aller beaucoup plus récemment, dans les 200-300 dernières années, ce qu'on a au niveau de la littérature mondiale. Et là, tu comprends effectivement des choses déjà qui sont complètement fondamentales. Par contre, ça demande un autre travail. C'est plus le même métier. Mais oui. Et il y a du 80-20 quelque part là-dessus. Hein. Mhm. Est-ce qu'on a envie d'aller chercher les 20% de plus que les autres? Ah non, n'y allez pas, ça m'arrange. Ah non, mais vraiment. Vraiment, ça m'arrange que les gens soient enfermés un petit peu dans le contemporain. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des gens dont ça a été vraiment le métier d'aller le plus loin possible dans le travail sur la langue. Et c'est vrai de la littérature, c'est vrai aussi des poètes.
Parce que le travail d'un poète, c'est ça. Le travail d'un poète, c'est de prendre les mots qu'on a tellement utilisés, qui sont poussiéreux, qu'on ne voit plus au travers, et d'essayer de dépoussiérer ça et de faire que le langage redevient quelque chose qui stimule notre imagination. Et donc, il y a des gens qui ont voué leur vie à ça. Et on a vraiment des trucs à apprendre d'eux. Et les copywriters le disent, mais ils ne vont pas jusqu'au bout du truc. Et quand tu lis les copywriters, ils te disent, bah, si tu veux apprendre à dire des choses belles, commence par te nourrir de choses belles et commence par écrire des choses belles. Et quand tu les recopies, bah, après, ça va rentrer en toi. Mais ce qu'ils appellent des choses belles, c'est des pages de vente qui ont 30-40 ans. Et tu peux pousser ça beaucoup plus loin. Mais tant mieux. Enfin, moi, ça m'arrange qu'il y ait beaucoup de gens qui disent, ouais, mais la grande littérature, c'est chiant. Et c'est pour ça que moi, j'ai une niche en quelque sorte. Bien sûr. Et ça amène une question que je trouve intéressante que je n'avais pas prévu de poser. Est-ce que la grande littérature, c'est chiant parce qu'on nous l'a mal transmis ou parce que la littérature moderne et toute la culture, cinéma et compagnie moderne nous amène à vouloir un certain moule qui est complètement différent de ce qui se faisait il y a 300 ans et plus? Ouais. Je pense que les profs de français, ils ont fait de leur mieux. Mais le truc, c'est que ça arrive à une époque où on s'en fout tellement. Quand on est ado, on a tellement d'autres choses à penser. Qu'est-ce qui va se passer à la récré? Est-ce que je vais sortir avec cette fille? Est-ce que je vais avoir des problèmes avec ce mec? Enfin, on est très, très, très loin de la littérature quand on est au collège. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que pour les gens pour lesquels ça ne s'est pas amorcé à ce moment-là, c'est dommage de passer une vie sans ça. Oui. Parce que, évidemment, que quand on se plonge dans un grand roman, au début, ça fait violence. Parce qu'ils sont aujourd'hui, une série télé, c'est fait pour que l'entrée dedans ce soit complètement smooth et que ça te demande aucun effort. Oui. On est dans une culture où on ne supporte pas la friction. Mais quand tu rentres dans un grand roman, bah oui, au début, c'est le mec qui fait pas d'effort. Un grand auteur considère que c'est à toi de venir à lui. Et si tu viens pas à lui, bah, c'est ton problème, tu es un plouc. Et donc, il faut arriver à surmonter ça. Et donc, ça se fait pas tout seul. Je pense qu'il y a un problème du moment où on nous l'enseigne, en fait, qui est fondamental. C'est comment tu peux demander à un gamin de 15 ans qui a des préoccupations qui sont futiles de gamin de 15 ans, ce qui est normal, de rentrer dans du Zola. Hein, parce que, enfin, Zola, c'est quand même pas le truc le plus accessible. Pourtant, c'est extraordinaire. L'accessibilité, elle est compliquée. Et à côté de ça, si on t'enseignait bien du Balzac, qui est plus court, plus rythmé, avec des personnages plus complexes, plus en couleur, etc., est-ce que c'est pas plus facile? Moi, forcément, j'ai un biais de me dire mes profs, ils étaient merdiques, ils me l'ont mal enseigné. J'ai dû galérer tout seul 10 ans après pour y revenir. Et je me suis pris d'amour pour ça. Bon, à côté de ça, je connais aussi des gens qui, à 16 ans, étaient déjà passionnés de littérature classique. Je sais pas. Est-ce qu'on ne nous enseigne pas les mauvaises choses au mauvais moment, effectivement? Dans un moment où on est dans l'impossibilité d'y aller. Mais ils peuvent pas être en compétition. Un roman, ça peut pas être en compétition avec Red Dead Redemption ou avec une série Netflix. Oui, bien sûr. Et c'est pas la même démarche. Tu as d'un côté des produits qui sont marketing, qui gagnent leur vie avec le fait que ça va capter et maintenir l'attention. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui étaient occupés par le beau. Oui. Ils se disaient, j'ai envie de construire une œuvre, j'ai envie de… Et voilà, donc peut-être que je vais pas être connu de mon vivant, mais là, je pose une pierre qui, dans des siècles, on partira encore de moi. On parlera encore de moi. C'est ça la question, c'est est-ce qu'on veut viser l'efficacité ou est-ce qu'on veut viser l'éternité? C'est une très bonne question. Elle a été posée et théorisée par Ryan Holiday, d'ailleurs, un auteur américain qui est très, très sur le stoïcisme actuellement, qui a commencé dans le marketing, qui aujourd'hui a fait complètement sa transition vers une vie stoïque, à la ferme, etc. C'est rigolo à suivre. Et il se posait la question, il disait en fait, un ouvrage marketing qui a pour but de vendre des conférences n'est pas le même produit et le même travail qu'un livre qui va durer 1000 ans. Et ça vaut pour la musique, ça vaut pour le spectacle, ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour tout. Et effectivement, les grands classiques qui ont duré, entre guillemets, plusieurs vies, c'est jamais des trucs qui a été kiffé et découvert au moment où c'est sorti. C'est pas le même métier, en fait. Oui, c'est assez drôle d'ailleurs quand tu regardes… si tu lis un livre d'un philosophe, tu prends Kant, tu prends un philosophe comme ça, il n'y a pas de note de bas de page. Il y en a très peu.
Il y a pas de choses du type comme l'a dit machin, comme l'a dit un tel. Et tu comprends en fait comment tu fais des livres qui restent. C'est tu te poses tout seul dans ta chambre et tu utilises ta tête. Tu n'es pas en train d'essayer de combiner tout un tas de sources. Et quand ils citent des gens, bah, ils les citent de tête. Ouais, comme disait mon ami Schopenhauer ou que sais-je. Et donc, c'est ça le point. C'est que tous les ouvrages qui sont basés sur une compilation de sources, ils sont voués à être périmés. Parce que voilà, les trucs les plus récents que tu vas avoir, c'est des choses qui sont de ton année. Et puis dans 20 ans c'est périmé. Et donc, C'est il faut. c'est Ouais. très américain, cette façon de faire des livres, je trouve. C'est un grand concept de fond. Tu as 3 arguments. Dans chaque argument, tu as 20 cas pratiques pseudo-historiques et qu'on vient expliquer, justifier, plus on fait témoigner un expert, etc. Et on a vite compilé un bouquin de 300 pages qui va devenir le truc marketing, le New York Times best-seller de l'année. Mais effectivement, c'est des livres qui ne durent pas. En fait. C'est des livres, y a plus, ils sont creux, en fait. De toute façon, il n'y a rien dedans et ça se sent assez rapidement. Et à contrario, tu as des mecs, effectivement, qui ont écrit des bouquins sur leur seule pensée, leur seule compréhension, en se basant sur des cas qui avaient une vraie durée de vie et qui, du coup, sont des livres qui ont duré beaucoup plus longtemps. C'est pas le même métier, encore une fois. C'est intéressant. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça cool de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. C'est parce que on analyse les mêmes choses. Sauf que moi, je les analyse d'un point de vue complètement marketing. C'est est-ce que ça va atteindre l'efficacité que ça doit? Et toi, tu as une recherche qui est plus profonde sur le discours, sur la rhétorique. Et c'était cool de confronter un petit peu ces deux points de vue, alors qu'au final, on se rend compte qu'ils ne se confrontent pas tellement. Quelques petites questions de fin. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Genre, si tu devais rester seul sur une île avec un livre, tu prends lequel? Oh, ce serait triste. Ouais, je suis d'accord. Bah, tant qu'à faire quelque chose que j'ai pas lu, quelque chose de très grand, peut-être Guerre et paix. J'ai pas lu Guerre et paix de Tolstoï, donc ça c'est quelque chose ça va me tenir un moment. Ok. Si aujourd'hui, pour le même métier que tu fais, tu recommençais à zéro, est-ce que tu ferais exactement la même chose dans le même ordre? Est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu ferais? Hum, hum, hum. Bon, ça s'est pas mal passé, hein. Ça s'est pas mal passé. Je ferai certaines choses plus tôt. Enfin, je ferai certaines choses plus tôt dans ma carrière. Par exemple, me lancer sur YouTube, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Des choses comme ça. Ouais. Mais sinon, non, ça se passe assez bien. Là j'ai pas de regrets en fait. Je suis content de la manière dont ça s'est goupillé. C'était très chouette d'avoir une expérience à l'université et c'était très chouette de partir suffisamment tôt pour pas développer de l'amertume ou ce genre de choses. Ouais. Donc non, ça s'est bien goupillé. Top. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui nous regardent, basé peut-être sur ce que tu enseignes toi, sur ce que tu transmets toi, et qui pourrait leur servir là maintenant tout de suite, ce serait quoi? Mais c'est ce dont on a parlé, c'est qu'ils essaient de se protéger de la mode. Et donc, en plus, le pire, c'est qu'on est vraiment enfermé parce qu'il y a une culture aujourd'hui du parle avec ton cœur, il ne faut pas juger, il ne faut pas catégoriser. Et donc, en fait, on est tous en train de dire aujourd'hui les mêmes choses et on sanctionne les outils qui permettent de s'en rendre compte. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à quelqu'un qui parle avec son cœur parce qu'il est sincère ou je ne sais pas quoi, que la personne qui fait la même chose. Et donc, ils sont convaincus de dire des choses extrêmement originales, alors que quelqu'un qui déverse sa subjectivité, c'est juste quelqu'un qui déverse sa subjectivité. Et donc, le conseil que j'aurais à leur donner, c'est non, il faut juger, il faut catégoriser, parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne vous rendez pas compte. Et on commence à développer un style quand on commence à réaliser qu'on n'en a pas, que notre style, finalement, bah, c'est le même style que toutes les autres personnes. Et il faut arriver à mettre un mot là-dessus. Et donc, peut-être que le style qu'on a aujourd'hui, c'est un style post-moderne, et que ce serait bien une idée d'aller voir ce que c'est qu'un style moderne, qu'un style classique. Et donc, n'écoutez pas toutes ces choses qui vous incitent à ne pas catégoriser, à ne pas juger. Devenir quelqu'un que les autres vont écouter,
devenir quelqu'un qui va se démarquer, ça suppose justement d'être quelqu'un qui sait juger. C'est une très belle note de fin. Est-ce que tu veux ajouter autre chose à ça? Non. Mais ça me paraît bien. Hein. C'est pour devenir quelqu'un, accepter de juger. C'est pour résumer ça me plaît beaucoup. Hein. Je suis très pour ce message-là. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci à toi, Victor, d'avoir passé ce moment-là avec nous. On mettra tous les liens dans la description de cette vidéo pour te retrouver. Donc, on mettra ton site internet, ta chaîne YouTube. Il y a d'autres endroits où tu es présent, qu'on doit suivre absolument? Ouais, venez sur LinkedIn. En fait, j'ai commencé par LinkedIn parce que c'est un réseau social de gens sérieux. Et Ouais. allez-y. Ok, bah écoute, on mettra ton LinkedIn également. D'ailleurs, je crois que c'est la première chose qui ressort quand on tape ton nom dans Google. C'est pas trop mal foutu cette histoire. Ok, super. Bah, on mettra tous les liens dans la description. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Salut.